Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire autour de l'automatisation des notes de frais. Je vois que vous êtes déjà pas mal à être en ligne, hein. On a déjà une vingtaine de personnes, si je dis pas de bêtises ou pas loin. Merci beaucoup déjà d'être de votre présence. Je vais commencer par me présenter. Du coup, je suis Benjamin Guillère, je serai votre hôte pour ce webinaire. Je ne serai pas seul, bien évidemment. Webinaire qui va tourner, donc comme on le disait, autour de toute l'automatisation possible au niveau de la gestion des notes de frais et voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'il y a une véritable révolution des machines? J'espère que vous m'entendez bien. Quelques petits principes. On a gardé du temps à la fin pour répondre à vos questions. On a quelques minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Questions que vous pouvez poser dans le chat que vous avez sur la droite de votre fenêtre. Il y a un petit bouton sur lequel vous avez un chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je ne vous garantis pas qu'on pourrait y répondre en live directement, mais par contre, on aura du temps à la fin pour toutes les revoir. J'en profite également aussi avant de commencer pour vous signifier que la présentation sera disponible en téléchargement sur la plateforme Webikeo, de même que le replay de ce webinaire pour celles et ceux qui n'auront pas forcément la chance de rester avec nous jusqu'à la fin ou qui voudraient se refaire une session pour agrémenter nos longues soirées pleines de Covid. Je ne serai pas seul, comme je vous le disais, sur ce webinaire. Je serai accompagné tout d'abord de nos amis de Mobile Expense, donc Roland et Valérie. Bonjour Roland, bonjour Valérie. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Nous avons également présent avec nous donc Yanis, qui est également directeur au sein d'Axis Consultant. Bonjour Yanis. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vous rappelle le thème. Donc, encore une fois, aujourd'hui, notre objectif, c'est de descendre avec vous les possibilités d'automatisation sur la partie gestion des notes de frais, de se poser pas mal de questions, notamment sur comment fluidifier tout le process et la vie de la note de frais. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait appel à nos intervenants et notamment à nos amis de Mobile Expense. Et on ira ensuite dans un second temps, et ça, c'est Yanis qui nous l'expliquera. On parlera de la RPA. Donc, tu nous expliqueras, Yanis, un petit peu à quoi ça correspond et comment ça peut nous aider encore à optimiser encore plus ces process notes de frais. Tout à fait, avec plaisir. Alors, avant de commencer, déjà, je pense qu'avant de parler d'automatisation et d'optimisation de la note de frais, ce qui est important, c'est de revenir sur le cycle de vie de la note de frais. C'est important de se dire que lorsqu'on va essayer de vous donner des pistes d'optimisation, d'amélioration ou d'automatisation, il faut qu'on soit d'accord déjà sur le postulat de base. Le postulat de base, c'est qu'aujourd'hui, la note de frais, elle peut avoir un process différent d'une société à une autre, mais globalement, on va retrouver plus ou moins les mêmes étapes. Et sur ces étapes, nous allons retrouver globalement les mêmes irritants, les mêmes goulots d'étranglement, je dirais. Donc, peut-être que ce que je vais décrire ne correspondra pas exactement à ce que vous avez ou ce que vous vivez, puisque ça va dépendre également aussi de votre niveau de maturité, je dirais, dans votre gestion des notes de frais. Peut-être qu'il y a des automatisations que l'on va présenter aujourd'hui et que vous avez déjà en place au sein de vos entreprises, donc ce sera très bien, et peut-être d'autres aujourd'hui que vous n'avez pas encore explorées. La première étape, de toute façon, de la vie d'une note de frais, ça va être la soumission, la création. Donc là, on a très bien en tête le voyageur qui revient de son déplacement. Alors, il faut se souvenir des temps passés, feu jadis naguère, où on pouvait se déplacer, voyager et revenir avec une pile de 20 ou 25 justificatifs. Lorsqu'on revient d'un déplacement d'une semaine, généralement, c'était pas trop pour le plaisir, c'était plutôt pour le travail. On a fait pas mal de réunions, on arrive avec une to-do énorme. Et là, on se retrouve avec tous les justificatifs, potentiellement des justificatifs qui sont dans des devises différentes, donc sur lesquels il va falloir que je joue avec les taux de change, potentiellement également des frais sur lesquels je n'ai pas de justificatif, comme des forfaits ou des indemnités kilométriques. Donc, tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui vont être une contrainte pour le collaborateur, un véritable goulot d'étranglement ici au niveau de sa charge de travail, où il va devoir se dire bon, j'ai une to-do longue comme le bras d'actions à faire suite aux réunions que j'ai menées cette semaine, mais en plus, il faut que je me fasse la note de frais parce que j'ai potentiellement avancé ou j'ai plusieurs frais dont je dois me faire rembourser. Donc, il y a un équilibre à trouver ici et l'objectif, bien évidemment, c'est de rendre ce process le plus facile et du coup le plus automatisé possible pour le collaborateur. Donc, on verra quelques pistes là-dessus. On verra également pour l'étape d'après des pistes pour l'automatisation de la partie validation managériale, donc quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que j'imagine que dans vos entreprises, vous allez parfois avoir des validations
faites par le N+1, parfois des validations faites par le responsable du centre de coût, de l'imputation des frais. Donc, dans tous les cas, en fait, ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les valideurs, quels qu'ils soient, sont souvent des personnes qui sont très occupées et pour lesquelles, du coup, on doit rendre plus facile la validation de la note de frais. Ça veut dire aussi, derrière, que eux aient le sentiment que leur validation est utile pour l'entreprise, qu'elle a un sens. On avait fait un précédent webinaire là-dessus, donc je vous laisserai regarder sur la chaîne Axis Odyssey de Webikeo, justement sur le sens qu'on donne aux validations. C'est important d'insister là-dessus, mais du coup, c'est important aussi d'aider le valideur à bien valider directement et facilement. On passera à une troisième étape, du coup, sur la partie validation comptable. Donc là, c'est pareil, hein, la difficulté, c'est à la fois, je dirais, de ménager un peu la chèvre et le chou. Il y a à la fois avoir quelque chose, des process qui soient faciles pour l'utilisateur et pour le manager en amont. Mais d'un autre côté, on a un petit organisme qu'on aime bien, qui s'appelle l'URSSAF, qui met des contraintes, qui fait des contrôles, qui peut potentiellement mettre des amendes, parfois des amendes très salées. Donc, il faut aussi se dire que, au niveau comptable, on va devoir traiter toutes les notes de frais potentiellement de la société ou pas. Mais en tout cas, derrière, nous, en cas de contrôle, il faut qu'on soit capable de justifier chacune des notes de frais que nous aurons remboursées. Et ça, là-dessus, il y a des automatisations, il y a des améliorations possibles. Quatrième étape qui passera à la comptabilisation, on y passera un petit peu moins de temps puisque là-dessus, c'est généralement ce qui est le plus rapidement et le plus facilement automatisé, c'est-à-dire l'intégration dans les outils comptables, dans les outils de paiement. Et on terminera sur une dernière partie avant de passer à la RPA sur les traitements post-comptabilisation, c'est-à-dire toutes les améliorations possibles une fois que la note de frais a potentiellement été remboursée. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu oublié au début des projets. Et c'est souvent là-dessus où on va avoir des gros gains, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau du pilotage de son activité note de frais et également pour avoir des retours financiers directs. Donc, on reviendra là-dessus. J'insiste encore une fois là-dessus. On le sait, la note de frais aujourd'hui, c'est un process qui est répétitif, qui est fastidieux. On sait que 100% des collaborateurs, et c'est ça qui rend la gestion de la note de frais difficile, 100% des collaborateurs dans l'entreprise sont potentiellement des utilisateurs de la note de frais, que ce soit le grand directeur tout en haut ou la personne un peu plus bas, le salarié, je dirais un peu le salarié lambda, qui va partir en formation ou qui des fois sera en déplacement pour différentes raisons. Les représentants du personnel également qui vont avoir des frais. Donc, n'importe qui dans l'entreprise peut être amené à faire une note de frais. Donc, on sait que c'est quelque chose qui va toucher 100% des collaborateurs. On sait que c'est toujours le même process, quelle que soit la note de frais. On sait que c'est toujours un élément sur lequel c'est fastidieux, sur lequel les collaborateurs vont se plaindre parce que ça leur prend du temps, généralement pour se faire rembourser de frais qu'ils ont engagés pour la société. Et du coup, il faut qu'on voit à chaque étape comment on peut leur faciliter la vie. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir que l'automatisation de ces tâches, c'est ce qui va permettre en fait d'avoir des gains de productivité pour l'ensemble des collaborateurs, mais également de conformité dans les notes de frais. Donc, on parlait de la partie comptable, mais aussi de bien gouverner et de mieux piloter ces politiques de remboursement, mais potentiellement aussi ces politiques achats. Voilà, ça c'est globalement les sujets que nous allons voir aujourd'hui. Je me permets de passer directement à la première étape. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite. Alors, la première partie sur laquelle nous allons aller, c'est bien évidemment la partie soumission et déclaration des frais. Donc là-dessus, on va voir 5 éléments d'automatisation possibles. Et le premier d'entre eux, c'est celui qui en plus généralement est très à la mode en ce moment, qui est un petit peu sur toutes les lèvres. C'est ce qu'on appelle l'OCR. Alors du coup, là, je me tourne virtuellement, bien évidemment, vers Valérie. Peut-être, Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'OCR et comment ça marche? Oui, absolument, Benjamin. Alors, je vais peut-être d'abord commencer par vous. Valérie? Oui, tu m'entends? Roland, est-ce que tu veux nous en dire 2 mots, du coup, le temps que Valérie peut-être arrive à nous rejoindre? Oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous m'entendez? Donc, Valérie, on ne t'entend pas. Donc, vas-y, Roland, prends la main. Donc, au niveau de l'OCR, ce qui est important, c'est de se rendre compte que plusieurs techniques existent sur le marché. Vous avez certains éditeurs qui ont fait le choix d'utiliser l'automatisation machine seulement. Et d'autres éditeurs ont fait le choix d'utiliser une automatisation machine accompagnée en plus d'une intervention humaine.
La différence entre les deux processus, c'est finalement le résultat au niveau du pourcentage d'efficacité de la reconnaissance. Donc le processus OCR, ça veut dire Optical Character Recognition, et derrière, ça utilise des algorithmes qui vont prendre, sur base de la photo qu'on prend avec son téléphone, eh bien l'algorithme va commencer à détecter un certain nombre de mots clés dans ce reçu, comme par exemple la date, le montant, le code TVA, etc. Donc, ce qui est très très important, c'est dans votre analyse, dans la recherche du bon choix, du bon éditeur, c'est vraiment d'aller challenger l'éditeur sur la qualité du résultat final, non pas le résultat à la fin de l'OCR qui peut aller très très vite, non, le résultat final après que tout le processus a été finalisé. Du coup, si j'essaie de résumer un petit peu, l'OCR, donc c'est ce qui permet en fait d'avoir une pré-saisie, une reconnaissance en fait des caractères sur le justificatif pour permettre la saisie automatique de ces informations directement au niveau du frais, au niveau de la note de frais. Donc ça évite justement toutes ces opérations de saisie un petit peu fastidieuses et un peu longues côté collaborateur. Et ce que tu nous disais du coup, c'est que il y a plusieurs techniques. Alors il y a l'OCR numérique qui est utilisé par tout le monde et certains éditeurs qui vont en plus rajouter une couche, on va dire humaine, une deuxième couche, ou là-dessus pour venir en plus fiabiliser encore plus le process de reconnaissance. Et du coup, là, on s'assure côté collaborateur non seulement, j'allais dire du moindre effort, mais c'est un peu ça l'idée quand même, du moindre effort au niveau de la saisie, mais également de la fiabilité des informations qui vont être données. Absolument. Donc le diable est vraiment dans les détails et il ne faut pas se dire qu'un éditeur LOCR, ok, c'est bon. Donc, il faut vraiment aller regarder dans les détails, faire des tests avec différents reçus, parce que le danger, c'est de considérer un ECR qui va amener 80% d'efficacité. Et eh bien, les 20% vont être source d'erreurs que les employés ne vont pas forcément détecter et corriger. Et donc, jusqu'en bout de chaîne, jusqu'à la récupération de la TVA, bien en aval de tout ce cycle de notes de frais, vous allez traîner des problèmes tout au long. Et ça peut être déshéritant aussi. Hein. Ça peut être déshéritant parce que du coup, on va revenir vers le collaborateur, on lui demander de compléter, il va pas forcément comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc effectivement, c'est important. Avant de passer au point suivant, je rajoute également un point, c'est notamment pour les interlocuteurs, les sociétés françaises qui nous écoutent. Je rappelle qu'en France, depuis le 1er avril 2017, l'URSSAF autorise d'avoir des justificatifs numérisés qui servent de preuve en fait pour les remboursements des notes de frais, alors qu'avant cette date-là, il fallait conserver les justificatifs papier originaux pendant une période minimale de 10 ans en cas de contrôle. Là aujourd'hui, donc depuis le 1er avril 2017, l'URSSAF autorise d'avoir des copies électroniques lorsque la technologie qui a été utilisée pour faire cet OCR du coup le permet. Du coup, c'est un point important, comme le disait Roland, à bien challenger, à bien vérifier avec les éditeurs que vous avez ou que vous sondez. Je te laisse la main, Roland, également pour nous parler d'un deuxième point, peut-être un peu plus standard, on va dire, au niveau d'entreprise, mais toujours très intéressant et très important à avoir, notamment dans les contrôles, c'est le calcul automatique des distances. En effet, donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité, comme tu le dis, assez standard, que je pense la plupart des éditeurs proposent. Donc, chacune des solutions va pouvoir s'interfacer soit avec Google Maps, soit avec Bing Maps. Et l'intérêt de cette interface, c'est de finalement pouvoir calculer automatiquement les distances en ne devant rentrer que des points d'intérêt. Si par exemple on se rend au siège d'une société, ben, souvent Google Maps va connaître cette information, donc on ne doit pas taper toute l'adresse soi-même. Et puis tout le calcul de la distance prendra une seconde, vous connaissez tous ces fonctionnalités-là. Ce qui est important de préciser, c'est que l'employé qui utilise son propre véhicule, il peut éventuellement faire des détours et faire d'autres itinéraires que celui que Google Maps propose. Et on ne peut pas le pénaliser pour autant de faire ça. De la même manière, s'il y a des embouteillages le matin, eh bien, la plus courte distance ne sera pas forcément la plus efficace. Et donc, on doit permettre à l'employé de modifier la distance qui est calculée automatiquement. Ça modifie donc aussi le montant de son remboursement. Et bien malheureusement, ça veut dire que cette dépense kilométrique est une source importante de fraude. Bien sûr. Pour pouvoir gérer ce risque de fraude, il faut pouvoir du coup encadrer cette modification qu'on rend possible.
Et comment on fait ça? Eh bien, on va faire en sorte de flaguer toute distance qui a été modifiée manuellement par l'utilisateur. De sorte que dans le process de contrôle, par le manager et ensuite par le contrôleur, ce flag soit très visible et qu'on puisse être alerté, être attentif à ça et éventuellement remarquer que certains employés sont peut-être tout le temps ceux qui changent les distances et de beaucoup par rapport à d'autres. Et donc peut-être avoir un œil attentif par rapport à ça. Ouais, on sait que la fraude sur les indemnités kilométriques, c'est la première source de fraude sur les notes de frais. Ça représente des montants qui peuvent être assez importants quand même si des fois c'est remboursé 35 ou 40 centimes du kilomètre. Mis bout à bout, c'est la première source de fraude aujourd'hui sur les notes de frais. Donc c'est important. Du coup, l'autre point, parce que là on parle des indemnités kilométriques du coup qui sont calculées automatiquement, il y a un autre élément qui est calculé automatiquement, c'est le per diem. Ça, du coup, on sait que c'est donc ce qu'on appelle les forfaits aussi en français, les forfaits journaliers. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve et qui peut être un peu technique, Roland. En fait, c'est assez technique, pas tellement d'un point de vue technologique en réalité, mais vraiment d'un point de vue législatif. C'est assez cauchemardesque. Certains pays et législateurs sont hyper créatifs. Je pense notamment à l'Allemagne où les règles sont vraiment très très détaillées, très précises. Et donc là, c'est à nouveau important d'aller creuser dans les détails et de vérifier que l'éditeur avec lequel vous pensez travailler soit vraiment conforme sur tous les pays où vous êtes actif, avec des employés, des filiales, des entités. Et donc, de notre côté, on a déjà une conformité sur environ 70 pays. Alors, ce n'est pas une mince affaire, ça veut dire qu'on a des équipes de gens qui suivent les modifications législatives dans tous ces pays constamment et qu'on met à jour la solution pour que dès qu'un changement intervient d'un point de vue législatif dans un pays donné, eh bien, la solution soit adaptée automatiquement pour répondre à ces nouvelles normes. Alors, vous devez pouvoir rentrer... Quand vous partez en voyage, vous devez rentrer la date de départ, la date d'arrivée, mais aussi l'heure de départ et l'heure d'arrivée, parce que ça a une influence sur le montant légal de remboursement. De la même manière, dans certains pays, si vous êtes invité à dîner ou si l'hôtel est payé par l'entreprise, etc., bien, les montants auxquels vous avez droit ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a une finesse à avoir dans tous ces calculs. Et donc, de nouveau, vérifiez bien la finesse, la granularité, la couverture de conformité de l'éditeur. Oui, et surtout, comme sur le thème de l'automatisation, gardons bien en tête que, encore une fois, c'est une contrainte pour l'utilisateur de faire ses notes de frais sur les forfaits. Tout ce qui peut être automatisé, les calculs automatiques dont tu parlais, Roland, c'est sûr que ça va venir simplifier en fait la vie du collaborateur qui va se dire, en fait, moi, j'étais là de telle heure à telle date, telle heure, je suis reparti de telle date, telle heure, et derrière, j'ai été invité là pour le dîner, et hop, ça va tout venir me calculer automatiquement, et c'est ça qui est important. Et effectivement, tu as bien fait également de parler de la maintenance des informations. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être primordial. Il y a un autre élément. Oui. Benjamin, c'est vrai que le bonheur de l'employé est important. Alors, je vous rassure, vraiment, utiliser cette fonctionnalité, c'est très facile quand c'est bien fait. Donc, on voit que les employés sont vraiment ravis d'avoir cette simplification. Et ce qui est surtout très important pour la société, on parlait de conformité, mais c'est d'être à l'abri du risque d'amende. Et ces amendes peuvent être potentiellement très importantes. D'éviter les amendes pour donner des avantages en nature ou autre, c'est effectivement important. Deux derniers points sur lesquels on va aller, on va aller assez vite aussi. La partie intégration des relevés cartes. Du coup, dans un premier temps, sur la récupération des données, généralement faites sur les cartes à faire de l'entreprise. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez automatisé aujourd'hui. En effet, donc les éditeurs de gestion de solutions de gestion de notes de frais s'interfacent avec toutes les banques qui fournissent des cartes de crédit. Et alors, vous avez, grâce à ça, une réconciliation automatique des dépenses qui sont scannées par l'employé au moyen du processus OCR dont on vient de parler. Et le flux de données des transactions qui viennent de la banque. Et donc, si l'utilisateur a pris une photo de son reçu lorsqu'il était en voyage, eh bien, une dizaine de jours après, lorsque le flux de données carte arrive dans la solution, le matching est fait entre le ticket et la transaction. À l'inverse, si l'employé attend 3 semaines avant de s'occuper de ses dépenses,
eh bien, le flux de transactions est déjà arrivé, donc les dépenses sont déjà créées dans la solution, dans son environnement, et il n'a plus qu'à aller attacher les photos de ces reçus à ces transactions-là. Ouais, c'est vraiment, ça rejoint, il y a une logique un peu de pré-saisie et de facilitation. Je ne sais pas si on a retrouvé Valérie. Alors, je l'espère. Ah, nous avons retrouvé Valérie. Bah, du coup, Valérie, écoute, nous sommes très heureux de t'avoir retrouvé et du coup, nous te laissons la main pour ce dernier item. Donc, qui est un item important, hein, notamment en France, hein, toutes ces légendes urbaines et tous ces non-dits autour de l'ordre de mission et du coup, la manière dont on va venir rapatrier toutes ces informations. Absolument. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ces petits problèmes techniques. Donc effectivement, alors pour la petite anecdote, voilà, j'ai été pendant plus de 15 ans dans l'industrie du voyage. Donc l'ordre de mission, c'est quelque chose qui a pour moi beaucoup d'importance puisque le déplacement professionnel, c'est évidemment le voyage, mais aussi l'avant-voyage. C'est toute la préparation. Donc certains éditeurs peuvent en fait entièrement automatiser la création des rapports de dépenses par le biais de l'ordre de mission. Je m'explique, le voyageur va finalement se connecter en fait à l'outil et il aura la possibilité d'encoder ses informations de voyage telles que sa destination, ses dates de départ, de retour, dans un formulaire. Donc pendant tout le voyage, il va scanner ses reçus et finalement à son retour, sa note de frais aura été créée automatiquement. Elle contiendra déjà toutes les dépenses qu'il aura effectuées. Et donc, voilà, le voyageur n'aura finalement plus qu'à vérifier et envoyer sa note pour approbation. Donc, c'est évidemment un gain de temps incroyable. Et là, je parle évidemment des bénéfices pour l'utilisateur, mais on sait aussi que pour les entreprises, Benjamin, on connaît l'importance d'identifier le total cost of ownership. Donc, grâce à cet ordre de mission, les sociétés vont en fait aussi avoir une vue claire finalement sur le coût global du voyage, au-delà en fait du simple prix d'achat qui va combiner les coûts directs, mais aussi et surtout finalement les coûts indirects. Oui, tout à fait, c'est important. Merci déjà pour ces premiers points. Donc, on a vu déjà que là, ne serait-ce que d'un point de vue utilisateur pour la création, il y a déjà pas mal d'axes d'optimisation. Encore une fois, certains que vous avez peut-être déjà en place, d'autres un peu moins, ou des éléments dont on a discuté, des éléments d'attention à prendre en considération. La deuxième étape du process ici, c'est vraiment toute la partie validation. Alors, validation managériale, encore une fois, dont je parle au sens large, hein, ça peut être le N+1, ça peut être le responsable du centre de coût, ça peut être le N+2. On en parlera d'ailleurs dans le deuxième point sur l'automatisation du workflow de validation, de bien savoir qui valide. Mais avant de savoir qui valide, ce qui est important, du coup, c'est d'abord de s'assurer qu'en fait, on va respecter la conformité de la politique voyage qui n'est pas forcément connue par cœur de la part des collaborateurs. Ben pour la connaître par cœur, il faudrait encore qu'ils la lisent. Et, je ne suis pas tout à fait certain que ça arrive souvent. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte quand on design une solution, quand on la construit, de façon à ce que la solution puisse vraiment forcer l'utilisateur par défaut à respecter cette politique de conformité. Et donc, suivant les clients et leur politique de conformité, on va adapter la solution, on va adapter les checks qui sont faits en real time, les messages qui sont affichés. On va donc le guider dans la façon dont il va remplir ses notes de frais. Oui. Donc, en faisant ça, on s'assure que la qualité des données va être bonne et qu'on va optimiser finalement tout cet environnement Travel and Expense. Et finalement, au fur et à mesure que l'utilisateur va utiliser cette nouvelle solution, il va comprendre et apprendre de plus en plus la politique. Et donc, il y a vraiment un intérêt éducatif aussi à bien la construire. Oui, c'est important, hein. On parlait des indemnités kilométriques tout à l'heure, même de s'assurer d'avoir les bons barèmes ou même pour les forfaits, de s'assurer qu'il y a voilà, on a les bons forfaits, les bonnes règles qui sont paramétrées, c'est effectivement très important. Valérie, je le disais en introduction, le manager, celui qui valide en tout cas, il peut être défini de plusieurs façons. On peut avoir des règles plus ou moins complexes et on le sait, on connaît l'importance pour le manager de se sentir utile lors de sa validation. Du coup, là aussi, l'automatisation dans la définition du valideur, c'est quelque chose de primordial. Absolument. Effectivement, tu en as déjà pas mal parlé. C'est évident que les managers sont souvent très occupés. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie d'approuver finalement pour approuver, donc ils veulent vraiment une validation utile. Donc c'est finalement au moment de l'implémentation,
que les éditeurs vont personnaliser un processus de validation qui va gérer le rapport de dépenses selon des règles définies pour chaque entreprise, évidemment. Comme Roland vient de l'expliquer, voilà, les politiques diffèrent, les gens ne lisent pas les politiques. Donc, on a aujourd'hui la possibilité de nous adapter avec des conditions qui changent, par exemple, automatiquement les valideurs en fonction d'un montant, en fonction d'un projet ou d'un client. Type de déplacement, effectivement. Absolument. Et donc, le logiciel, finalement, de note de frais va complètement s'adapter et finalement être totalement personnalisable. Donc, il faut aussi savoir que le niveau de granularité peut être extrêmement fin. Et évidemment, il va aussi lui varier en fonction des entités, par exemple. Donc, si une dépense, je donne un exemple concret, si une dépense est allouée à 2 centres de coûts différents, eh bien, on peut figurer le workflow pour que ces dépenses doivent être approuvées par les 2 responsables des centres de coûts. Donc, inévitablement, voilà, les managers ont la vie beaucoup plus facile puisqu'ils seront automatiquement notifiés lorsqu'une demande de remboursement est créée par un de leurs collaborateurs. Et finalement, c'est plus que quelques clics pour les valider ou les rejeter. Oui, ils savent que lorsqu'ils sont sollicités, c'est parce qu'ils étaient vraiment le bon valideur pour cette partie-là et c'est important. Alors, on rappelle quand même que dans les bonnes pratiques, l'objectif n'est pas d'avoir des workflows à 5 niveaux de validation qui partent un peu à droite à gauche, mais le fait est que des fois, dans des politiques d'entreprise, c'est ce qu'il faut être amené à configurer selon un certain degré de complexité. Et donc, c'est important de pouvoir le faire, de pouvoir l'automatiser. Alors, on parlait de l'utilité de la validation managériale, mais ces managers, il faut quand même bien les aider un minimum à valider. Donc, on a configuré dans l'outil la politique, on a configuré le workflow de validation. Roland, derrière, on peut aussi faciliter la vie du manager pour savoir un peu les éléments sur lesquels il doit porter attention quand même. Oui, c'est ça. Donc, si l'employé n'a pas le temps de lire la politique, imaginez bien que le manager, il n'a pas non plus le temps de vérifier toutes les notes de frais dans tous les détails. Et donc, c'est vraiment primordial de lui mâcher le travail, de le rendre vraiment très facile. Et comment on fait ça? Eh bien, de 2 façons. La première, c'est de vérifier automatiquement si les dépenses sont en conformité avec la politique et on peut afficher ce message pour le rendre très visible, très clair pour le manager. Et la deuxième façon, c'est de vérifier dépense par dépense si ces dépenses ont l'air conformes a priori par rapport à ce que l'OCR a détecté et ce que l'utilisateur a éventuellement rentré ou modifié manuellement. Et donc, on aura plein d'affichages visuels qui vont permettre au manager d'aller très vite dans sa validation. Ouais. Il y a la partie justement conformité visuelle, il y a la manière, sa validation utile. Et puis, c'est important aussi pour le manager, c'est un peu le dernier item, de savoir un peu où on en est au niveau de son budget. Ça aussi, c'est important. Valérie, je ne sais pas si tu veux… Absolument, Benjamin. Donc, oui, en fait, finalement, l'OCR travaille toujours online pour finalement s'assurer que les montants maximum imposés par les politiques soient toujours respectés. Donc, il faut savoir que tout est toujours en ligne et les informations finalement à disposition des managers et des contrôleurs sont toujours correctes et surtout en temps réel. Et l'outil d'analyse va lui aussi évidemment donner toujours des résultats corrects et en temps réel. Ouais, c'est important de donner un maximum de visibilité justement dans ces validations. Alors, cette validation, on le sait, c'est pas la dernière étape du process de validation de la note de frais. Avant d'être comptabilisé, avant d'être payé, il y a également la partie revue, revue financière, revue comptable, en tout cas revue législative. Ça va dépendre des entreprises, ça peut être différents services, mais en tout cas, il y a ces fameux audits. Cette fameuse revue comptable, on va l'appeler comme ça. Et là aussi, il y a pas mal d'éléments que l'on peut automatiser pour faciliter la vie de ce contrôle. Alors, il y a 2 éléments qui se ressemblent, mais qui sont un peu différents quand même. Valérie, je te propose de garder la main sur le filtrage et l'échantillonnage, du coup, automatisé. Oui, absolument. J'ai parlé tout à l'heure, en fait, du moment crucial de l'implémentation. Et de la personnalisation en fait du logiciel pour le processus de validation. C'est aussi finalement à ce moment-là, donc au moment de l'implème, que nous allons définir avec le client des règles qui vont permettre de filtrer et d'échantillonner. Je vous donne un exemple concret. On peut décider en concertation avec le client de ne pas montrer des dépenses en dessous de 10 €, par exemple. Ou encore, on pourrait échantillonner sur base de certaines règles métiers, suivant des types de dépenses, de région, les montants, fréquences.
Donc, à nouveau, il faut vraiment savoir que la phase de paramétrage, elle est vraiment essentielle pour définir toutes ces règles. Oui, toutes ces règles du coup qui vont permettre de faciliter ces opérations derrière. C'est un très bon exemple. Hein. Ça peut être, comme tu dis, ça peut être soit sur des montants, ça peut être sur des types de frais aussi. On parlait tout à l'heure des indemnités kilométriques. On pourrait se dire, une indemnité kilométrique sur un trajet qui n'a pas été modifié, on va se dire que ça, on peut le valider aussi, on peut le valider automatiquement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de justificatif à revoir. On a tout ça, donc ça peut être important. Mais au final, est-ce qu'on peut pas aller encore un cran plus loin dans cet audit? Roland, notamment, là, il y a le dernier point sur l'audit automatisé qu'on a indiqué. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin, justement, pour faciliter tout ça? Bien, en effet, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Et c'est justement quand on va aller plus loin et qu'on va utiliser une fonctionnalité avancée que je vais vous expliquer dans un instant, qu'on va donner confiance aux contrôleurs qu'ils peuvent compter sur la machine et les checks automatisés qui sont faits. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'ils vont accepter d'envisager, de filtrer, d'échantillonner. C'est en comprenant que la machine fait des checks qui sont absolument corrects. Alors, je vais peut-être vous montrer des exemples qui sont ici. Vous voyez sur cet écran que la solution, elle vous dit d'abord au-dessus de l'écran que le rapport de dépenses est dans la politique, est conforme par rapport à la politique de dépenses. Donc ça, c'est un premier point. Donc tous les checks ont été réalisés et le message est affiché. Déjà, c'est quelque chose qui peut rassurer le manager à l'étape précédente, mais aussi ici le contrôleur dans cette dernière étape. Vous voyez ensuite en dessous qu'il y a une ligne pour chaque transaction, pour chaque dépense. Et en regard de cette ligne, vous voyez cette petite boîte qui vous dit si tous les feux sont verts. Ou dans l'exemple de la deuxième dépense, là, vous voyez qu'il y a un feu rouge. En fait, tous ces codes couleurs ont des significations, bien sûr, et ça va donner déjà une impression d'entrée de jeu. Au premier regard sur un rapport de dépenses, on va voir si ce rapport a l'air d'être correct ou sinon, où est-ce qu'il risque d'y avoir des erreurs. Si on clique sur l'une de ces dépenses avec ce feu rouge, on voit le reçu qui a été scanné. Et dans la colonne de droite, intitulée OCR, on va voir tout ce que la machine a détecté. Donc la date, le montant, le code TVA, le montant de la TVA, le fournisseur, la ville où cette dépense a été faite. Et à gauche, vous voyez l'entrée qui est faite par l'utilisateur. Et donc ça, c'est l'entrée qui est finalement soumise, parce que l'utilisateur peut modifier des données qui sont détectées automatiquement. Alors, dans ce cas-là, pour une raison inconnue, le montant de la TVA a disparu. C'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Donc, le contrôleur va pouvoir corriger ça. Et donc, au fur et à mesure que le contrôleur et son équipe vont utiliser cette solution et qu'ils vont voir que toutes les dépenses qui sont au feu vert sont correctes et que celles qui ont des flags « attention », sont correctement identifiés comme ayant des erreurs et qui peuvent les corriger, ils vont prendre confiance. Ils vont se rendre compte alors qu'ils peuvent vraiment mettre le focus sur ces quelques dépenses qui ont des flags et aussi de se dire finalement tout ce qui est en vert et qui est en dessous de 5 ou 10 euros, je ne veux même plus le voir. Et au final, en faisant ça, ils vont réussir à vraiment automatiser et économiser beaucoup de temps. Alors, je vais encore vous montrer un exemple qui est fabuleux. Vous voyez ici une note d'hôtel. Et dans la politique, le client a décidé qu'on ne peut pas rembourser un employé pour une dépense de cinéma, une dépense de minibar, une dépense de sport ou que sais-je. Et donc, il a été encodé un certain nombre de mots-clés dans sa politique qu'on a introduit dans notre solution. Et on se rend compte par cet exemple que sur cette note d'hôtel, il y a un mot minibar qui apparaît, l'OCR l'a détecté. Ça veut dire qu'en fait, l'OCR, il ne cherche pas seulement les champs date, montant, TVA, fournisseur, etc. Non, il va absolument tout lire et tout analyser. Et donc, comme ça, on peut aller très, très, très loin dans les contrôles et dans le fait de forcer les employés à respecter la politique et du coup aussi d'automatiser les choses pour les équipes de validation. Et au final, grâce à ça, nos clients économisent jusqu'à 95% du temps
qui était avant passé à la vérification. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder chaque ligne, chaque dépense une par une, en fait, là, on a déjà des indications pour nous permettre en fait de faciliter en fait cette validation. Absolument. Okay. Merci beaucoup Roland. Alors, je passe à l'étape d'après. On va aller, comme je le disais en introduction, on va aller relativement rapidement sur celle-là parce que c'est généralement des parties qui sont déjà bien automatisées dans vos entreprises. C'est tout ce qui va toucher les interfaces. Alors, il y a une première partie là-dessus qui va être sur les imputations automatisées. Donc là, Valérie, on imagine bien le collaborateur qui a fait sa note de frais, qui a défini ses natures et ses imputations. Et du coup, forcément, là, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur lorsque ça va se retrouver dans le système comptable. Oui, tout à fait, Benjamin. Donc, en fait, évidemment, les entreprises souhaitent éliminer les saisies manuelles et donc finalement réduire le temps consacré à la gestion comptable. Donc, l'imputation automatique des entrées dans le livre comptable, c'est en fait la création automatique des fichiers de paiement et des fichiers pro forma pour le système RH de paiement des salaires des employés. Donc, finalement, il n'y a plus besoin d'une revue supplémentaire des imputations. Roland là vient de nous montrer, nous expliquer comment ça se présentait au niveau des codes couleurs. Et en fait, le fait, par exemple, que les codes TVA et les catégories aient été forcés à être correctement remplis, le fait que les codes couleurs a permis d'attirer l'attention d'équipes contrôle sur les champs où l'imputation manuelle et l'OCR différaient éventuellement, mais tout ça va permettre à ce stade que les bonnes imputations soient garanties et qu'en aval, la récupération, par exemple, de la TVA soit facilitée. Ouais. C'est important, effectivement, cette partie-là. On en reparlera justement juste après de la récupération de la TVA dans la dernière étape. Avant de passer à cette étape-là, Roland, il y a un dernier point qui est aussi donner de la visibilité aux collaborateurs sur le statut de remboursement de sa note de frais. Et donc là, on sait qu'il est possible également d'automatiser, on va appeler ça un espèce de flux retour dans l'outil de gestion de note de frais pour dire lorsque la note de frais a été mise en paiement. En effet, et donc Valérie parlait tout à l'heure du workflow. Donc à chaque étape, évidemment, la note de frais va changer de statut. Et comme ça, le collaborateur peut vraiment suivre où sa dépense en est jusqu'au moment où elle va passer en statut final payé. Et par contre, si pour une raison ou une autre, le système de gestion intégrée de l'entreprise n'a pas pu processer les paiements, on peut récupérer cette information. Et à ce moment-là, on va remettre le statut de la note de frais dans son statut précédent, la resoumettre pour validation. Et ça permet de créer la confiance. Et ça, c'est important parce que l'employé, s'il a confiance, il va aussi dormir mieux et il va poser moins de questions à la finance. Ben oui, c'est-à-dire que si on doit, et ça m'est arrivé dans une vie précédente, si on doit en fin de mois chacun faire son petit fichier Excel pour vérifier que ce qu'on a soumis comme dépense a bien été remboursé ligne par ligne, c'est frustrant, ça sème le doute, on pose des questions, du coup on contacte l'équipe finance, enfin, tout le monde est embêté à cause de ça. Ouais. Tandis qu'ici, on a vraiment fait en sorte que le système soit très clair, très transparent, avec des rapports qui permettent aux collaborateurs de vraiment voir, OK, j'ai soumis tout ça, c'était du cash, c'était la carte de crédit personnelle ou une carte de crédit corporate, et donc j'ai droit à tel et tel remboursement, à ce montant-là correspond à ce que j'ai vraiment… Ouais, c'est une notion de visibilité, et c'est vrai que c'est important de garder en tête qu'une note de frais qui est soumise, elle n'est pas encore remboursée, elle a plusieurs étapes, les validations, la mise en comptabilité, et après en fonction des campagnes de paiement de l'entreprise, il y a le paiement effectif. La dernière étape, du coup, avant de parler RPA, je sens un Yanis qui trépigne d'impatience à côté de moi. Ça se voit tant que ça. C'est à travers le masque. Donc, la dernière étape, c'est une étape importante pour moi aussi, parce que j'ai l'impression que c'est souvent une étape qu'on a tendance à assez peu valoriser lorsqu'on fait appel à un éditeur ou lorsqu'on définit sa stratégie. Alors que dessus, c'est là, en fait, on va avoir énormément d'éléments importants pour essayer de piloter sa politique de dépenses, de piloter sa politique de remboursement et également d'aller chercher un retour sur investissement sur la note de frais. Et ça, je pense que c'est important. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons d'automatiser et de faciliter en fait cette gouvernance et cette récupération de coûts. La première partie, je pense que c'est un point important qu'on retrouve tous les mois, c'est la gestion des provisions. Là-dessus, Valérie, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour aider. Absolument. En fait, je pense que les sociétés aujourd'hui veulent encore plus de visibilité sur leurs données.
elles veulent contrôler évidemment les budgets ainsi que les dépenses. C'est pourquoi en fait on peut mettre à disposition des tableaux de bord interactifs et des rapports business intelligence avancés qui vont en fait leur permettre de suivre de près évidemment leurs dépenses et du coup évidemment d'optimiser la prise de décision. Donc ces rapports vont permettre de piloter efficacement la gestion des notes de frais en temps réel, de nouveau. Bref, ils auront évidemment à leur disposition des exports clairs, complètement paramétrables. Et finalement, le client pourra choisir parmi de nombreux rapports pré-paramétrés ou alors définir son propre format sur mesure qu'il pourra ajuster finalement à tout moment. Oui, c'est important de préciser que les éditeurs sur les solutions de notes de frais, ils vont généralement avoir des reports standards et après, on sait qu'en fonction des pratiques de l'entreprise, on peut les personnaliser. Et on sait également, là je parle pour le calcul de provision, c'est quelque chose qui est indispensable pour les clôtures de fin de mois. On en reparlera tout à l'heure avec Yanis. C'est important de voir justement comment on peut récupérer une donnée qui soit à la fois fiable et facilement récupérable. Et il y a une deuxième possibilité de piloter, moins au niveau de rapport un peu statique, mais plus d'une gestion reporting dynamique. Là-dessus, Roland, c'est tous les outils d'analyse, on en parlait un petit peu tout à l'heure en temps réel. C'est ça, donc vous avez toute la problématique du reporting opérationnel dont on a besoin toutes les semaines, tous les mois, etc. Et puis, il y a quelque part toute cette analyse financière analytique qui est bien après les événements, qui a pour but d'améliorer l'entreprise et son fonctionnement. Et à cette fin, on met à disposition des clients un dashboard qui permet aux financiers d'aller creuser dans la base de données, de comprendre toutes les dimensions, où ont lieu les dépenses, quelles sont les zones de non-conformité, d'aller vérifier les dépenses par entité, par type de dépenses. Et donc, en faisant ça, ils vont vraiment pouvoir surfer sur cette base de données, comprendre toutes les activités de voyage et de dépenses de la société. Et sur base de ça, ils vont pouvoir tirer des enseignements et du coup prendre des décisions pour améliorer les choses. Je vous donne un exemple plus concret. On avait un client qui, en analysant ses dépenses, s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de non-conformité spécifiquement autour d'une ville spécifiquement, et c'était au niveau des dépenses d'hôtel. En creusant un petit peu, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient beaucoup de déplacements professionnels de leurs collaborateurs dans cette ville et que finalement, ils n'avaient pas assez d'accords avec des chaînes d'hôtels autour de cette ville. Eh bien, il leur suffisait alors de eux-mêmes des accords avec des chaînes hôtelières ou de demander à leur agence de voyage de s'en occuper. Mais ça mène à pouvoir dégager une économie de coûts. Et donc, ces outils analytiques sont vraiment très utiles pour améliorer le fonctionnement. Et j'ai l'impression que nous avons perdu Benjamin et Yanis dans le feu de l'action, là. J'ai l'impression, effectivement. Ben, je pense que peut-être pour continuer sur… Ah, voilà. Vous nous entendez ou pas? Oui, absolument. Parfait, génial. Alors, qu'on a perdu nos amis de Mobile Expense sur un petit problème technique, mais on va enchaîner de toute façon puisque je vais terminer sur la TVA et ensuite, Yanis, on parlera avec toi de la RPA. Yanis, tu as fait preuve d'une grande patience, ça fait 45 minutes que tu nous entends sur l'automatisation et tu nous expliqueras pourquoi toi tu peux encore faire mieux, bien évidemment. Donc sur la TVA, juste en quelques mots pour terminer ce qu'on disait. Bien évidemment que la TVA, elle peut être configurée dans les outils notes de frais. Ensuite, c'est toujours compliqué, les règles de TVA. On va essayer de prendre l'exemple d'un repas où il peut y avoir plusieurs taux de TVA applicables, etc. Donc, c'est toujours compliqué de venir récupérer ces éléments. Bien penser que les éditeurs de solutions notes de frais sont connectés, interfacés automatiquement avec un certain nombre de récupérateurs de TVA. Alors, on ne va pas tous les citer. Et en fait, ce sont des sociétés qui vont être spécialisées dans la récupération de ces données. Elles vont reprendre tous les éléments et elles vont venir optimiser votre récupération de TVA. Un point important, et on en reparlera un petit peu plus tard, c'est de bien garder en tête que généralement, les gains associés à cette récupération de TVA, ça peut porter le coût du projet au complet. Donc, c'est vraiment important. On a vu un certain nombre d'automatisations possibles à travers les outils de gestion de notes de frais, à travers les process notes de frais. On va passer à un autre point, du coup, la RPA.
Et je suis pas certain que tout le monde sache exactement à quoi correspond la RPA. Donc déjà, est-ce que Yanis, tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce que tu peux nous expliquer simplement en quoi ça consiste? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, l'idée, effectivement, donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les aspects automatisation. Alors, donc, l'objectif des 10 minutes qui nous restent là, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'il y a d'autres leviers, d'ouvrir sur d'autres perspectives d'automatisation. Et là, en l'occurrence, à l'aide de la robotisation ou la robotique. Donc, la robotique, c'est quoi? Ça va être des robots logiciels, évidemment. C'est vrai qu'il y a 3 ans, quand on commençait à parler de robotique, les gens pensaient qu'on allait arriver avec un... Ça fait Star Wars un peu. Ça fait un peu Star Wars quand tu en parles. Mais non, on est vraiment sur des robots logiciels, c'est-à-dire qui vont tourner sur vos systèmes d'information, sur vos ordinateurs, en fait, et qui vont avoir pour objectif de répéter, d'imiter, de prendre en charge, en fait, les tâches, les activités d'un processus métier. Donc, concrètement, en fait, si je le dis un peu plus simplement, c'est, de manière assez peut-être péjorative, mais c'est ça, on simule des clics souris et des saisies clavier. D'accord. Avec des clics souris et des saisies clavier, on peut dérouler énormément de processus. Oui, tout à fait. Alors, du coup, si on se pose la question du pourquoi de la RPA, en fait, au tout début, donc il y a 3-4 ans, 3 ans plutôt en France que ça s'est démocratisé, on parlait beaucoup de gains de productivité. D'accord. Donc, assez mécaniquement, d'ailleurs, au départ, ça avait un peu mauvaise réputation, pour être tout à fait sincère. On disait, les robots vont remplacer les êtres humains. Oui, voilà. Donc, au départ, c'était ça. Mais finalement, donc, après 3 à 4 ans de recul sur le sujet, on se rend compte que en fait, les humains sont toujours là et les robots ne sont pas remplacés. Donc, il ne faut pas le voir comme ça. C'est vrai qu'initialement, c'était lié aux réductions de coûts opérationnels, qui reste tout à fait vrai. Oui. Mais la vertu, c'est-à-dire qu'il y a derrière, c'est de se dire finalement, quand on gagne du temps, quand on fait gagner du temps aux collaborateurs sur des tâches répétitives manuelles dites à faible valeur ajoutée, on peut réallouer cette capacité de travail sur le cœur de métier, sur les analyses à effectuer. Du coup, tu remplaces pas exactement, par contre, tu viens vraiment bonifier entre guillemets les compétences et la présence humaine. Exactement, c'est une capacité à faire. Il faut le voir comme un muscle en plus ou un bras en plus qui va apporter une capacité à faire et qui va nous permettre de traiter plus de volume, plus de transactions. D'accord. Et chose aussi qui, avec un peu de recul, qui a été beaucoup mise en avant, c'est plutôt, on a constaté une réduction d'erreurs dans les processus. C'est-à-dire que le robot, il se trompe pas, il a 100% de précision. Donc, quand il a une donnée en entrée, en input, à ressaisir ou à reprendre, enregistrer dans un système, en l'occurrence, soit il sait pas, et quand il fait, il a 100% de précision. Donc, une diminution d'erreurs au niveau de la donnée qui vient améliorer la qualité de descendue par le processus. À partir du moment où la donnée de base est bonne, le robot ne peut pas se tromper, ne peut pas. C'est ça. Il va juste reprendre. Et faire... Exactement, tout à fait. Et on a un peu évoqué l'aspect augmentation de la satisfaction, tant collaborateur, donc de soulager des actions répétitives, chronophages, etc. Mais on parle de plus en plus de satisfaction client, couplé à un chatbot, par exemple, en fait. Ah oui. On peut saisir des demandes via un chatbot qui va enclencher en back-office derrière, en fait, des robots qui vont exécuter un certain nombre de tâches et restituer ou répondre à la question qui a été posée. Ça, on ne voit pas forcément, mais souvent, maintenant, les chatbots sont couplés à un RPA derrière qui va collecter des infos différents systèmes, aller récupérer une fiche fournisseur, peut-être une note de frais. Oui. On peut poser la question quelle est ma dernière note de frais en lien avec des critères très précis. Et là, si les infos se trouvent dans plusieurs systèmes, des robots peuvent s'enclencher et récupérer la data en retour. Ouais, tu pourras avoir un chatbot, effectivement, dans les notes de frais, qui pourra dire quel est le statut de ma note de frais, etc. Donc, tout à fait. Effectivement, ça peut exactement. Il y a plusieurs cas de gestion à imaginer comme ça par rapport à l'augmentation de la satisfaction et soulager les collaborateurs et les clients. Bon, la notion de scalabilité, on va passer assez rapidement, c'est la capacité à faire travailler un robot, en fait, sur une période du mois, par exemple. Là, j'ai un pic de charge au niveau de la clôture, du coup, j'active des robots à ce moment-là. Donc, j'ai besoin d'une capacité à faire. Et puis, tout le reste du mois, en fait, on n'est pas sur de la clôture, on n'est pas sur des actions de clôture, on peut les réallouer à d'autres activités. C'est-à-dire que le robot, il n'est pas monoprocessus. On peut très bien imaginer une répartition des actions par robot. Donc, on a parlé de RPA, de robotique, mais effectivement, on les applique à des processus, à des sous-processus, à des tâches. Voilà, donc, on peut se poser la question quels sont les processus qui sont éligibles. Donc, j'ai envie de dire quasiment tous, à condition qu'ils respectent un certain nombre de critères. Le premier, c'est que, évidemment, on va s'attacher à d'abord commencer par les tâches répétitives, manuelles, forcément, ce qui est automatique. Oui, tu parlais de remplacement de clics ou de remplacement de saisie. Voilà, exactement. On est plutôt sur quelque chose qui va s'ajouter à ce qui existait déjà, d'assez basique, tout à fait.
Il y a la notion aussi de le robot, ce qu'on disait tout à l'heure, il se trompe pas, mais il exécute bêtement et méchamment ce qu'on lui dit de faire. Ça aussi, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur des robots intelligents, mais sur des choses qui sont basées sur des aires de décision, sur des règles de gestion précises. Donc, le process en soi, il faut qu'il soit déjà bien documenté, bien, que ce soit clair. Voilà, clair, avec des règles de gestion, des sinon, pour être tout à fait plus direct. Et là-dessus, il suivra l'art de décision en fonction des critères qu'on lui donne. Quelque chose de très mécanique, en fait. Très mécanisé, tout à fait. Et puis, on va également se dire, est-ce que mon processus, en fait, j'ai beaucoup de volume et beaucoup de récurrence. Là, on va parler de la fréquence. Si je fais tous les jours, je traite 100 transactions. Si, en fin de mois, je traite 1000 ou 10 000 transactions, potentiellement, on va se dire, les deux cas sont illégibles, quoi. Oui, d'accord. Faut qu'il y ait un peu de volume, mais est-ce que c'est un volume est-ce que c'est un volume tous les jours à fréquence régulière ou un volume qui est tous les mois ou tous les trimestres ou autre? À partir du moment où il y a un volume et où il y a un vrai gain de productivité et de qualité à avoir dessus, alors ça peut être... Exactement. C'est se poser la question au cas par cas. Parfois, il n'y a pas énormément de volume, on se dit c'est assez critique. Ça se fait, on veut absolument éviter les erreurs saisies, par exemple. Sur un robot, on augmente l'autotabilité. D'autres fois, c'est pour des questions de j'ai beaucoup de transactions à traiter, je n'avais pas la capacité à le faire. Donc, c'est des arbitrages qui se font, c'est pour ça dans la méthodologie, tous les process ne sont pas candidats, il faut absolument passer par cette étape de critère d'éligibilité. Notion importante aussi, c'est que le robot, lui, il va savoir manipuler des choses qui sont structurées au sens informatique. Une donnée qui est structurée, c'est tout, en gros, si je simplifie, c'est tout ce qui est PDF, Excel, Word, système d'information des écrans SAP, des écrans de RP ou de gestion, de solutions de gestion de notes de frais. Là, on est sur la donnée structurée, il n'y a pas de problème, on peut dérouler le process là-dessus. Ce qui n'est pas structuré, c'est l'image, c'est la vidéo, le son. Aujourd'hui, on ne sait pas gérer ce type de... Ça viendra peut-être avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais dans un premier temps, c'est peut-être un peu exactement. Compliqué. Et une fois qu'on a passé tous ces critères-là, une question très importante pour laquelle on attache beaucoup d'importance, c'est par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, il y a d'autres leviers d'automatisation, d'optimisation de processus qui sont le plus souvent activés dans les différentes organisations. Donc, se poser la question finalement, est-ce que je suis allé au bout de ces leviers-là avant de robotiser? Donc, est-ce que mon SI est stable? Est-ce que mon processus est stable? Est-ce que je peux avoir une petite évolution dans mon système de gestion de notes de frais qui me permet d'éviter d'avoir un robot en plus? Parce que l'idée, c'est pas de faire des robots pour faire des robots. Oui, donc ça, c'est extrêmement important de qualifier et de se dire à un moment donné, en fait, en conscience, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux le faire par ailleurs? Est-ce que j'ai d'autres leviers tactiques pour résoudre le problème? Oui, je pense que c'est important, effectivement, ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est le robot, ça fait rêver, hein, comme on disait, c'est un peu science-fiction, on s'imagine tout un tas de trucs. Maintenant, comme tu le dis, cette RPA, cette robotisation, elle est dépendante aussi d'autres systèmes, de la qualité de données, etc. Exactement. Et du coup, il faut d'abord avoir pris le temps de stabiliser en amont ces process, d'avoir stabilisé ces données pour pouvoir tirer la meilleure matière de la RPA. Parce que sinon, derrière, tu vas traiter de la matière qui est pas noble, entre guillemets. Ça, c'est le principe général qui est très important. Il peut y avoir quelques dérogations. En se disant, encore une fois, en conscience, prendre la décision collégialement de se dire, est-ce que j'ai un problème très opérationnel? Ok, donc je dois le régler très rapidement. La RPA peut apporter une réponse qui n'est pas une réponse pérenne. Je sais que ça peut durer 1 ou 2 ans. D'accord. Je peux tourner avec la RPA. Et puis, par exemple, j'ai un renouvellement de système, j'ai un changement de processus. Donc, il faut toujours le faire, par contre, en conscience. La chose peut-être à prendre en compte aussi dans les critères, c'est que la RPA, on parle d'une mise en œuvre qui est par use case entre 5 à 10 semaines. Voilà, et pour des coûts qui sont plutôt des milliers d'euros, on parle de dizaines de milliers d'euros au plus. Donc, c'est un critère aussi à prendre en compte quand on a une problématique métier à adresser, à se dire finalement, voilà, est-ce que je fais une évolution, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Ouais, en termes de coût, etc. Alors là, donc ça c'était les règles de base. Si on essaie d'appliquer ça un petit peu au TNI, alors quelques exemples qu'on a essayé de lister, encore une fois, l'avantage de ce genre de process, c'est qu'on peut aussi décider un peu plus libre cours à son imagination. Effectivement, à partir du moment où on respecte ses hypothèses, on peut faire ça. On en parlait tout à l'heure, c'est Valérie qui expliquait qu'il y avait des reporting qui permettaient de récupérer, d'avoir les provisions en chaque fin de mois. Donc on va dire les notes de frais qui ont été soumises mais qui sont encore dans le circuit de validation. Moi, aujourd'hui, je fais partie de l'équipe financière. Tous les mois, je m'occupe de ma clôture. Il faut que je calcule mes provisions. Je sais qu'en fonction de la taille de mon entreprise, j'ai X dizaines, centaines, voire milliers de notes de frais qui sont en attente de validation. Je veux mettre ça, je veux bien les imputer, je veux pouvoir faire ma clôture de manière propre. Donc, je veux avoir ces provisions-là qui soient bien affectées pour donner la visibilité aussi sur les différents budgets, sur les différents projets, sur les différents centres de coûts.
Alors du coup, est-ce que là-dessus, ça peut aider? Bien sûr, on peut très bien imaginer un bot, un robot, un assistant digital, on l'appelle comme on veut, en l'occurrence, qui, de manière autonome, on peut lui dire, soit tu déclenches tout seul tous les 27 du mois, par exemple, ou on déclenche de manière manuelle, à la demande de l'utilisateur, qui va chercher les notes de frais concernées dans le système de gestion de notes de frais. Ou qui va chercher le reporting qui va chercher le reporting en question, voilà, exactement, s'il est déjà déployé, standard, ce que tu disais, on avait déjà pas mal qui l'avait. Je récupère les données, je les transforme, si besoin, avec évidemment l'idée de se dire, je vais les injecter dans l'ERP pour les comptabiliser, les enregistrer et les comptabiliser. Tout ça, en fait, toutes ces étapes-là, elles peuvent complètement être prises en charge en toute autonomie par un robot, par exemple. Et du coup, ce que tu expliquais tout à l'heure, là, par rapport aux gains que ça peut apporter, il y a à la fois, j'ai envie de dire, si je veux quelque chose de pas forcément sophistiqué, mais en tout cas, si j'ai juste une ligne de provision générale, provision note de frais, ça va venir et ça me récupère l'information de manière automatisée. Là où par contre, ça peut apporter une véritable qualité de l'information, c'est si en plus je paramètre mon robot pour dire, au lieu d'avoir une seule ligne, moi je vais avoir plusieurs lignes imputées sur les bons éléments analytiques pour justement venir qualifier ma provision et quand même pouvoir apporter un maximum de visibilité. Exactement. Quelque chose qui était très agrégé. Voilà, parce que c'est trop fastidieux sinon à faire. Pour un humain, si j'ai 10 000 notes de frais à imputer, c'est compliqué. Donc là, on n'est pas sur de la productivité pure, c'est-à-dire qu'on ne le faisait pas avant. Donc, ce que ça va apporter, par contre, c'est une amélioration de processus parce qu'on va aller à un niveau de détail plus fin et les robots m'apportent cette capacité à faire sans surcharger les équipes, en fait, à pouvoir atteindre le niveau de détail qu'on souhaite. Ouais, et du coup, ça évite aussi d'avoir les erreurs, comme tu expliquais tout à l'heure. Exactement. Fiabilisation et traitement de volume plus important. Tout à fait. Alors, d'autres exemples qu'on avait, on sait qu'on a aussi des sociétés qui ont des structures juridiques indépendantes, une entité A, une entité B dans le même pays ou pas forcément. Et on sait que légalement, il va y avoir besoin d'avoir de la refacturation dans ces entités, puisque si moi, je fais partie d'une entité A et que à un moment donné, je travaille pour un projet de l'entité B, il faut que c'est ma société qui va me rembourser, ça c'est légal, hein, c'est la société qui porte le contrat de travail qui rembourse ma note de frais, mais du coup ma société va devoir refacturer à l'autre entité la note de frais que j'ai fait. Alors du coup, ça on sait que c'est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué, fastidieux, parce que voilà, faut regarder, ça prend quand même du temps, et puis faut intégrer les factures. Est-ce que là-dessus, comment on peut optimiser ça en fait? On peut très bien imaginer deux robots, le découper en deux robots. Le premier, il va prendre finalement, donc au moment où le collaborateur saisit sa note de frais, on lance le robot et puis on demande au collaborateur de rajouter les 3-4 informations qui permettent de rediriger en fait la note de frais vers les bons. Pour avoir les bonnes informations. Voilà, avec une adresse mail par exemple. Et là, le robot en fait, il reprend la main, il génère automatiquement la facture et il l'envoie par mail ou comptable si le concerné. Une fois qu'on a fini cette étape-là, le comptable, il consulte la facture, il est d'accord, il n'est pas d'accord, il peut éventuellement enrichir, modifier le document en question, et puis là, il le dépose quelque part, il le laisse même dans sa boîte mail. Les robots, on peut les paramétrer pour aller chercher ces informations-là, récupérer les champs qui nous intéressent dans la facture, et aller enregistrer et comptabiliser derrière la facture dans l'organisation civile. Donc là, ça veut dire que sur un process entité A, entité B d'un même groupe juridique, mais où il y a une refacturation interne, on imagine très bien un robot qui va à la fois venir récupérer les informations de la note de frais parce que j'aurai une case à cocher, refacturer, et du coup, je vais venir récupérer les éléments, je vais préparer une facture et je vais dire, je vais demander par exemple à l'utilisateur de me dire juste quel contact ou autre à donner. Et en face, soit d'avoir un comptable qui vient qualifier la donnée et derrière un robot qui vient intégrer, soit si la donnée en entrée était même parfaite, on pourra avoir un circuit complètement automatisé de A à Z sur le portail. Et là, la valeur ajoutée qu'il peut y avoir aussi, c'est supposant que l'entité A et B n'ont pas le même ERP, par exemple. Et là, la RPA peut faire dialoguer des systèmes différents, deux ERP, un CRM, un ERP, une application de gestion de notes de frais. Donc là où ça facilite, sans créer de flux en fait informatique à proprement dit. Sans gérer des interfaces. Exactement, sans gérer la baignoire de rejet qui peut être générée. Donc là, l'idée, c'est que en utilisant juste les interfaces de ces systèmes-là, avec une capacité évidemment très très rapide d'exécution, je fluidifie les échanges entre différents applicatifs. C'est très clair, au moins c'est concret, je pense que c'est des éléments qui parlent, alors peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont qu'une seule entité juridique, etc. Mais même par exemple, le premier exemple des provisions, c'est quelque chose qui parle forcément, on fait tous des clôtures de fin de mois. Le dernier point rapidement, si on peut parler en 30 secondes, du calcul de TCO, Valérie en parlait,
les outils peuvent permettre déjà de gérer ça, mais on sait qu'il y a parfois des trous dans la raquette ou de la complexité derrière à bien récupérer. J'ai sur ma note de frais des informations sur plusieurs déplacements ou autres. Là-dessus, la RPA, elle va pouvoir faire preuve d'un peu d'intelligence même pour venir. Oui, tout à fait. La RPA elle-même, je l'ai dit, elle est pas intelligente. Par contre, elle peut faire appel à des algorithmes d'IA. D'accord. Donc, supposons qu'à un moment donné, je lance le robot, il va devoir essayer de calculer le TCO pour un déplacement donné. Donc, on lui donne des critères d'entrée pour aller chercher les notes de frais concernées. Et puis, à un moment donné, on a besoin d'analyser ce qu'on a récupéré. Et là, on peut faire un module, un algorithme externe de traitement de la donnée, traitement des libellés, tout ce qui est codifié, etc. Il n'y a pas besoin. Mais si on décide finalement de se dire, j'analyse les libellés, j'analyse la saisie de mes collaborateurs qui me permet de collecter toutes les notes de frais, les dates, etc. Les dates et même le libellé. Oui, bien sûr. Voilà, voyage à New York, je récupère entre deux dates toutes les notes de frais qui ont le libellé voyage à New York. Après analyser avec de l'IA, ça te permettra de proposer déjà un premier calcul implicite. Ok. Donc, si j'essaie de synthétiser, tu me dis si je me trompe. En gros, ce qu'on se dit, c'est que la RPA, ça peut permettre d'énormes gains de productivité, d'énormément de gains, dans la qualité de la donnée et des échanges qu'on va avoir. Par contre, ce que toi, tu nous expliques quand même, c'est que en amont, le point d'entrée important, c'est quand même de garder en tête que l'optimisation du système de gestion de notes de frais en amont et notamment aussi des données que cela comprend, c'est clé puisque on connaît la règle, l'adage anglais garbage in, garbage out. Si ce que j'ai en entrée n'est pas bon, forcément la RPA ne pourra pas non plus faire des miracles. Tout à fait. Il faut se dire alors que c'est un levier d'optimisation pour aller plus loin, complémentaire par rapport à tout ce qui a été dit avant, et se dire finalement la meilleure façon de savoir si ça marche ou pas, c'est de faire un mini diagnostic flash ou une étude en allant vraiment sur le terrain et se dire est-ce que j'ai des cas, est-ce que j'ai des use cases encore qui génèrent beaucoup d'irritants, qui génèrent beaucoup d'actions chronophages manuelles et qui sont éligibles à une expérimentation à tester. Et souvent, une fois qu'on a expliqué les critères aux collaborateurs et qu'on a montré avec un seul robot, eux-mêmes ont des idées, ils vont alimenter cette réflexion si besoin et en fonction, encore une fois, du contexte et de la maturité de l'organisation. Bon, c'est bien. Avant de terminer ce webinaire, je pense qu'il y a une partie importante aussi et une question que peut-être vous posez, en tout cas une question qu'il faut se poser, c'est un peu de savoir quelle démarche je dois entreprendre si je souhaite automatiser ou robotiser, comme tu l'expliquais. Alors là-dessus, encore une fois, donc ça c'est à titre d'exemple. Nous, je dirais que ce qui est important, c'est de ne pas hésiter à solliciter, de ne pas hésiter à challenger les interlocuteurs, vos fournisseurs, etc., pour bien essayer de maîtriser l'ensemble des éléments de la chaîne de la note de frais. On l'a expliqué, Valérie et Roland en parlaient aussi, de dire, là, faut pas hésiter à poser des questions, à challenger. Je reprends le premier élément dont on a parlé, qui était l'OCR. On peut faire une démo, oui, ça c'est un ticket, ok. Bon, on le fait, très bien. Je le prends, je le chiffonne, on réessaye. Tout ça, ce sont des éléments à faire. Et surtout derrière, de ne pas hésiter à les solliciter, je pense notamment aux éditeurs de solutions notes de frais, pour vous aider à construire un ROI. Encore une fois, aujourd'hui, ces solutions vont avoir des promesses d'automatisation, vont avoir qui sont pas forcément fausses, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est des promesses, en tout cas des engagements, et il faut savoir quels impacts ça va avoir sur votre organisation. Et du coup, généralement, ce qui se passe, c'est que ces sociétés-là, elles vont vous permettre de dire, quelles sont les hypothèses qu'on va prendre. On va dire qu'aujourd'hui, un comptable, il est chargé à tant de K euros. Il passe tant de temps sur chaque note de frais pour les revoir. Boum, boum, boum. On multiplie par le nombre de notes de frais. On va voir à peu près le coût que nous donne le comptable juste sur le traitement de la note de frais. Et en fait, les éditeurs, vous allez vous mettre d'accord avec eux pour dire, si on passe par autre solution ou si on automatise de telle façon, on va pouvoir gagner tant de temps sur chaque note de frais. Et du coup, sur cette partie-là, vous allez avoir des gains. Alors, il y a des gains directs. On peut penser, par exemple, à si vous changez d'éditeur ou autre, à des baisses de coûts de licence. Et vous allez avoir des gains directs, des gains de productivité, comme on l'expliquait, qui peut être aussi le cas avec les RPA. Moi, je pense que le point important, si vous devez